Je vous amène au volet 3, qui est l'efficacité. On a confirmé l'efficacité du programme malgré des contextes différents et une variation au niveau des applications différentes, mais aussi des patients très différents. Donc ça, on était très contents de ça parce qu'on a eu peur à un moment donné que, étant donné la grande diversité de la clientèle et la grande diversité des contextes, que ça ferait en sorte que ça diluerait notre effet. Au contraire, ça l'a potentialisé. Donc, on a pu conclure que oui, il y a une efficacité. L'IPT permet l'amélioration des symptômes et des plaintes cognitives, du fonctionnement cognitif, du fonctionnement social et de la qualité de vie. Ce qui est fort intéressant en plus, c'est que l'IPT, il y a une amélioration qui se fait de façon graduelle. Il y a une hiérarchie des améliorations, c'est-à-dire que les gens améliorent d'abord les fonctions cognitives dans les premiers modules, ensuite les fonctions plus sociales, comportementales, et la qualité de vie bouge lorsqu'on est plus à la fin du programme. Nos résultats étaient en accord avec les autres études qui avaient été faites un peu partout dans le monde. Donc, on venait vraiment ici confirmer l'efficacité dans un contexte naturel de cette approche-là. Je voulais vous dire quelque chose d'autre, mais ça m'a échappé. Vous avez ici un schéma qui est juste le résultat d'un des questionnaires qu'on a fait passer, mais je trouvais que ce questionnaire illustrait bien, parce que les résultats se ressemblent aussi, illustrait bien ce qui s'est passé. Il ne faut pas regarder les courbes l'une par rapport à l'autre. Je les ai mis tous ensemble dans un même schéma pour que ça soit plus simple, mais on ne les compare pas l'une par rapport à l'autre, on les regarde individuellement. Donc, vous avez la courbe bleue, qui est une échelle de symptômes. Donc, vous voyez ici vraiment entre le temps 0 et le temps 1, donc c'est-à-dire après les 3 premiers modules de l'IPT, qu'il y a une amélioration significative et qu'ensuite, il y a un certain plateau qui s'installe. Donc, on voit que la symptomatologie, rapidement, il y a une amélioration dès le départ. Au niveau des cognitions, c'est la courbe orange, on voit un peu le même effet se produire, c'est-à-dire que l'amélioration se situe dans les premiers modules, dans les derniers modules, et semble ensuite redescendre, ou en tout cas, c'est stable là, statistiquement, mais cliniquement, vous pourriez me dire, on dirait qu'il y a une tendance vers le bas. Mais on voit que quand on pratique nos fonctions cognitives, l'amélioration se fait assez rapidement, et quand on arrête ce type de stimulation, soit que ça redevient stable ou que ça a la même tendance à se réduire. Notre temps 3 était 3 à 4 mois après, donc on n'a pas pu voir, on avait fait une demande dessous, mais on ne l'a pas eu. On n'a pas pu voir si après un an, ça l'avait descendu complètement ou si ça s'était maintenu. On ne l'a pas su, nous, dans notre étude. La courbe jaune, qui était le fonctionnement social, on voit aussi que c'est une progression très continue qui se fait. Et la même chose pour la qualité de vie. Et donc, que c'est des facettes de notre fonctionnement qui bougent moins rapidement. Donc, c'est ce qu'on peut dire. Donc, on voit vraiment ici l'hiérarchie des améliorations. La symptomatologie semble s'améliorer plus rapidement. Ensuite, les fonctions cognitives. Ensuite, fonctionnement social et qualité de vie. Donc, ça, c'était intéressant parce que ça venait appuyer le programme, ou en tout cas, le programme est bâti sur cette approche-là, c'est-à-dire qu'on s'intéresse d'abord aux fonctions cognitives, ensuite au comportement, ensuite à la vie quotidienne. Donc, on voit ici que c'est cohérent là, avec l'approche. D'autres analyses qu'on a faites après coup ont été aussi intéressantes et ont bien intéressé les cliniciens. C'est-à-dire qu'on a regardé les différences entre les patients qui avaient désisté, qui avaient quitté le programme, et d'autres qui étaient restés. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les patients désistés présentaient au temps 0, donc avant même de commencer le programme, plus de difficultés dans les habiletés quotidiennes et plus de problèmes de comportement. Je vous en ai listé quelques-uns. Donc, c'est des gens qui avaient moins d'habileté dans la gestion du budget, qui étaient plus dépendants dans leur vie de tous les jours, qui acceptaient moins bien la maladie, qui adhéraient moins bien à leur traitement pharmacologique, qui manquaient de coopération avec les intervenants, plus de problèmes de consommation, toxicomanie, alcool, drogue, et un moins bon contrôle des impulsions. Donc, c'est aussi très cohérent avec la pratique clinique, c'est-à-dire que, effectivement, c'est le type de patient qui quitte les programmes de réadaptation qui sont très structurés. Ce sont cliniquement
on n'aurait pas fait l'analyse, j'aurais demandé au clinicien, puis il m'aurait dit exactement la même chose. Donc, on est venu le confirmer là, par les données. Si vous voulez en savoir davantage sur cette partie-là, il y a un article aussi qui a été publié qui permet de regarder l'ensemble des échelles de mesure et les résultats au niveau de l'efficacité dans le Journal of Nervous and Mental Disease. Je vous laisse avec Hélène Maria pour l'objectif 4 qui va vous parler des coûts. Des coûts, oui, les fameux coûts. Bon, ce tableau représente les coûts médicaux directs, quelques-uns. Et durant l'implantation de l'IPT, on a vu qu'en effet, il y avait une réduction des visites auprès des psychiatres. Ici, on voit qu'en moyenne, il y a eu 3 visites de moins par année. Et ceci a fait que les coûts ont baissé. Quand je dis costs ici, les 744 versus les 620, c'était les coûts qui étaient incurred dans les départements de psychiatrie et aussi ce qui a engendré aussi une baisse des coûts des fees paid, les frais médicaux payés aux médecins. Lorsque on regardait aussi les visites auprès des professionnels de santé mentale, les professionnels ici incluaient les ergothérapeutes, les psychologues, les infirmières et aussi les travailleurs sociaux, on voit qu'il y a eu une légère hausse de visites par année avec une légère hausse dans les coûts associés, mais ceci n'était pas significatif. Aussi, on a aussi mesuré, on a voulu voir s'il y avait aussi une différence dans les visites auprès d'autres médecins. Et puis, en effet, on n'a vu aucune différence et que les frais étaient vraiment assez bas. Pour les visites à l'urgence, on a eu une diminution qui était significative. Là, on voit, juste pour vous dire, là, il y avait les 1, peut-être c'est des données un petit peu qui semblent bizarres, mais c'est comme la moyenne était une visite par patient. Et lorsqu'on voit durant l'IPT, on voit que c'est une moyenne qui est plus faible que 1. Mais c'est parce qu'on a le range, comment on dit range? L'étendue est tellement vaste. Il y a des patients qui avaient, la plupart d'eux avaient 0 visite et puis on avait d'autres qui en avaient jusqu'à 50 visites par année. Donc, la moyenne est un petit peu bizarre. Mais lorsque on regardait les coûts associés aux visites à l'urgence, il n'y avait pas une baisse significative et ceci à cause du fait qu'il n'y a pas eu une baisse du nombre de séjours dans les urgences. Ce qui est intéressant est de voir ici que lors de l'IPT, il y a eu une baisse du temps de séjour aux hôpitaux, comme inpatient stays, et ceci en effet a engendré une baisse de coûts significative, donc d'environ 7 000 par patient vers environ 4 600 $. Donc, une baisse des coûts-là qui a aussi été associée avec une baisse des coûts reliés aux actes et aux diagnostics. Pour les médicaments, il n'y a pas eu une différence significative, mais on voit quand même que les médicaments coûtent environ entre 3 600 $ et 4 000 $ par année par patient. Donc, ces coûts au total, là, si on prend le total de ces coûts directs médicaux, on voit que dans la période de pré-l'IPT, ça coûtait environ 15 000 $ et durant l'année où l'IPT était implanté, les coûts étaient d'environ 13 000 $. Donc, on voit ici une baisse des coûts en moyenne. Maintenant, là, il faut aussi considérer le programme de l'IPT. La formation de l'IPT a coûté environ 2 300 $ par intervenant, qu'il faut inclure dans nos coûts, et aussi que par patient, le fait d'aller au programme coûtait environ 1 300 $ par patient par année, et la moyenne était basée sur 52 visites à peu près par patient. L'hébergement dans cette population était d'environ
entre 11 000 et 13 000 $. Il n'y avait pas de différence significative là, mais l'hébergement, on voit, coûte aux alentours de 13 000 $. Si on prend maintenant tous ces coûts, le total donc pour le système de santé de soins, donc pour traiter un patient avec la schizophrénie, le traitement total coûte entre 26 000 $ et 30 000 $, donc pré, post, IPT. Les coûts du patient, j'ai mentionné les coûts du patient. Les coûts du patient incluent par exemple les frais pour leur transport. On doit mesurer aussi pour cette population aussi le fait de venir à une consultation médicale, le temps perdu. C'est ça, le temps perdu pour eux qui pourrait être dans les analyses économiques. Vous voyez, on parle des indirect costs, le temps que le patient perd, on va dire, où durant ce temps, il pourrait travailler ou avoir des activités de bénévolat, par exemple, ou d'activités sociales. On compte ces coûts et ceci rentrait dans ces calculs. Et aussi, on a aussi considéré les coûts que les patients payaient, par exemple, des fois, comme des suppléments à leur loyer. Donc, on considérait ces coûts ici aussi. Et les coûts, non, il n'y avait pas de coûts extra pour les médicaments ici. Non, c'était donc environ de 7 000 $. Maintenant, si on reste et on se concentre seulement sur les coûts du système de soins, ici au Québec, donc dans notre étude, on les compare à d'autres coûts et résultats qu'on voit au niveau international. Il y avait une étude qui s'appelait Epsilon en Europe qui faisait le résumé, qui comparait les coûts du traitement pour la schizophrénie dans 5 différentes villes en Europe. Et on voit qu'en effet, il y a une variation assez intéressante entre les différents pays, mais quand on prenait la moyenne de ceux-ci, ça va, quand on prenait la moyenne de ceux-ci qui était d'environ 14 407 $, 400 $, que j'ai rapporté à des coûts similaires qu'on a fait l'étude qui était en 2000 et quelques, les coûts du système de santé étaient étaient 14 000 versus 15 000 $. Donc, on voit vraiment que nos coûts ne diffèrent pas vraiment de ceux qu'on voit dans d'autres pays. Donc, le 14 000 ici, Maria, n'inclut pas l'hébergement comme toi, tu avais fait là aussi. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, on prend seulement les coûts médicaux. Lorsqu'on compare maintenant le traitement de la schizophrénie avec d'autres maladies chroniques sévères, ici au Québec, on voit qu'il n'y a vraiment pas de différence. Pour la fibrose kystique, on voit que le coût par patient est environ de 27 000 $. Ça, c'est des données du Québec. Pour l'emphysème et les maladies pulmonaires obstructives chroniques, c'est environ 15 000 $. Et pour l'insuffisance rénale, ça nous coûte entre 32 000 et 80 000 $, 90 000 $, dépendamment où l'hémodialyse se fait. Donc, les coûts ne sont pas tellement différents d'autres maladies chroniques sévères.